Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui je vous propose encore le test d'un laser. Alors je sais bien que ce n'est pas le cœur de la chaîne, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente traitant ce sujet, je vois dans ces machines un outil qui peut avoir sa place dans un atelier bois. C'est un outil parfait pour découper les gabarits de la manière la plus précise qui soit par exemple. Et c'est aussi un outil génial si on est un tant soit peu créatif. Alors j'entends bien que ce n'est pas indispensable, mais c'est complémentaire. Alors pour compenser un petit peu les gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément intéressés par les lasers, j'ai diffusé cette vidéo une semaine après la précédente au lieu de 15 jours comme d'habitude. Et je vais essayer de diffuser la prochaine vidéo, elle aussi, non pas dans 15 jours, mais dans une semaine. Je dis bien je vais essayer, pas sûr que j'y arrive. Je suis en avance sur les projets, mais pas sur les montages vidéo. Ça prend un temps fou de vous divertir. Alors le modèle d'aujourd'hui, c'est encore un modèle de 10 watts. Ces modèles sont capables de graver et de découper des épaisseurs correctes de bois, contrairement aux modèles de 5 watts qui peuvent difficilement découper plus que quelques millimètres. C'est pourquoi je ne vous présenterai pas de modèle 5 watts sur cette chaîne. Cette fois-ci, on va voir de près le Xtool D1 Pro. Je vais le monter et je vais tout vous montrer. C'est le meilleur moyen de se rendre compte de comment la machine a été conçue, si elle était bien pensée, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles d'un point de vue mécanique. Et on peut aussi se rendre compte si le constructeur a fait des économies de bout de chandelle, par exemple. Si c'est le cas d'ailleurs, vu le prix de ces machines, je ne vais pas les rater. Bref, on passe au montage. Allez, on va voir de quoi ce laser a l'air. Alors, on a quoi? Du carton. Ok, donc ici, c'est des matériaux. Ah, très sympa, il y a du liège, un peu de tout. On va voir. La petite plaque de protection habituelle, toujours trop petite. Mais c'est quand même sympa de la fournir. Et de ce côté-là, je suppose qu'on a la notice. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc on a les instructions, le guide de démarrage rapide et des idées de fabrication, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc on est sur du cadre métal, des axes en inox. Très bien. C'est de l'alu. Anodisé rouge, c'est joli. Et là, alors, il faut que je vous montre. Alors ici, on a un truc intéressant, c'est qu'on a des galets en métal sur des rails en inox. Et ça, pour moi, c'est un gage de longévité. Jusqu'ici, j'ai toujours vu des galets en plastique. Donc ça, c'est un bon point. Alors là, on a la carte mère qui m'a l'air propriétaire, avec le Wi-Fi intégré, un beeper, et l'unique bouton. Il n'y a pas d'écran sur cette machine, juste un bouton ici. Alors, sur cet axe-là, on peut voir que la courroie est déjà montée. Elle est pré-tendue, pas bien tendue, mais tendue. Ça doit être réglable, on va voir. Et je suppose que ça, ce sont des capteurs optiques. On verra. Et donc, le dernier élément du cadre, avec une courroie pas du tout tendue cette fois-ci. Ok. Alors, là-dessous, tiens, c'est intéressant. On a quelque chose qui ressemble à de la graisse silicone. Un câble USB, un peu de connectique. La graisse, je suppose que c'est pour les rails. L'alimentation. Toujours la lime. Le cœur de la bête, la tête laser qui m'a l'air gigantesque. Elle est effectivement très très grosse. Et là-dedans, on devrait avoir des lunettes. Et puis de la quincaillerie, je pense. Ah, ça c'est bien. Les lunettes avec de quoi les protéger. Une jolie caisse à outils. Sympa. Avec la visserie, les outils, la carte SD, des petits Colson. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc pour assembler le cadre, c'est très simple, c'est les 4 pièces rouges. Donc ça c'est l'axe X, on va le laisser de côté pour l'instant. On a l'avant ici, c'est la pièce qui contient le bouton. Donc elle va être comme ceci, l'avant étant devant moi. Ça c'est l'arrière, il y a les pieds. Ça c'est le côté droit. Je le sais parce que de ce côté-là, on a les interrupteurs. Et de ce côté-ci, on a les trous fraisés pour les emplacements des inters. Enfin, j'ai les interrupteurs, il y a aussi la connectique USB et l'alimentation. Et donc, ça, c'est le côté gauche. Allez, c'est parti. Ça s'assemble comme un Lego. Et pour assembler ce cadre, il faut 16 vis, 4 par coin. Et je vais faire comme à mon habitude, je ne vais pas utiliser les clés qui sont fournies, mais je vais utiliser une visseuse. Paradoxalement, c'est beaucoup plus sûr, parce qu'en fait, il suffit de mettre le couple au minimum pour être sûr de ne pas abîmer la mécanique.
Là, on a de l'alu, les vis sont en acier. Si on serre trop fort, on pète le filetage du cadre et c'est pas bon. Et on a tendance à toujours serrer trop fort avec les clés Allen manuelles, j'allais dire. Donc, le mieux, c'est de limiter le couple. Là, on est sûr de rien casser. Avant de visser complètement, je mets les vis en place. Et avant de mettre les vis en place, je m'assure que les trous sont en face. Pour ne pas abîmer encore une fois l'aluminium qui est tendre. Donc là, ça a l'air vissé, mais je ne suis pas allé à fond. Je mets d'abord les 4 vis sur le dessus pour positionner le cadre. Et ensuite, je vais mettre les vis pour serrer ici. Ici, ici et ici. Donc 3 vis pour 4 trous. Ce trou-là, c'est pour régler la tension de la courroie. Et avant de serrer, je vérifie l'équerrage. Là, on est bon. Alors l'assemblage, il est très simple et la doc, elle est très claire. C'est une histoire sans parole. Il n'y a pas de traduction comme ça, c'est très bien. Et pour la visserie, on ne peut pas se tromper parce que vous voyez, on a les images à l'échelle 1. Maintenant que le cadre est monté, on va s'occuper de l'axe X. L'axe X, c'est lui. Et lui, il va se balader comme ça. Il va se monter sur ces 2 pièces anodisées dorées. Et ces 2 pièces, donc, elles vont se déplacer simultanément sur cet axe-là. Ces 2 pièces qui vont se déplacer en même temps, elles vont être guidées par 2 courroies. Et ces 2 courroies vont être commandées par le moteur qui est là. Alors, de ce côté-là, on voit que la courroie est déjà montée sur le moteur. Mais de ce côté-ci, la courroie est dans le vide. On va donc utiliser cet axe qui contient une petite poulie. Cette petite poulie, elle va aller dans la courroie ici. Et elle va aller s'enfiler dans le cadre là-bas. Il y a un insert avec un roulement à billes. Donc ce côté-là de l'axe va aller dans l'insert. Et de l'autre côté, on va raccorder cet axe au moteur grâce à cette pièce. Ça, c'est un coupleur. On va mettre l'axe là-dedans, serré ici. L'axe du moteur de l'autre côté et serré là. Et de l'autre côté, cette petite pièce-là, c'est l'insert métallique dont j'ai parlé. On va y enfiler cette partie de l'axe. J'ai d'abord serré côté moteur. Maintenant, avant de serrer côté tige, je m'assure que la tige est bien plaquée par là. Bon, il y a un petit problème de conception, mais il n'est pas bien méchant. Pour pouvoir coupler mes 2 poulies ensemble, il faut d'abord que mes 2 pièces soient alignées. Et pour ça, le plus simple, c'est de les ramener en butée ici. Côté gauche, il n'y a pas de souci, la pièce est bien en appui ici contre la face avant. Mais côté droit, on n'y est pas, on a un écart de plusieurs millimètres ici, parce que cette pièce-là bute contre la carte mère qui se trouve ici. Alors, c'est pas bien grave, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ici de l'épaisseur de mon équerre. Et sans toucher la carte mère, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, mes 2 pièces sont alignées. Mais il faut faire attention à ce genre de détails. Je cale d'un côté. Et de l'autre côté, la courroie est desserrée. Donc je vais pouvoir placer comme je veux la pièce. Je vais maintenant m'occuper de tendre les courroies. Pour ça, on a une vis qui va s'enfiler ici, qui va servir à déplacer la poulie qui se trouve là-bas derrière et la rapprocher d'ici ou l'éloigner. Donc en la rapprochant, on va tendre la courroie et en la déplaçant par là, on va la détendre. Et cette vis-là va servir à garder la courroie en place. Donc je vais commencer par desserrer cette vis. Donc là, on voit que la courroie s'est détendue, la vis est partie, et cette vis-ci, elle s'est déplacée dans le trou oblong. Je vais maintenant visser cette vis pour tendre la courroie, et je vais m'assurer qu'elle ne soit pas trop tendue en même temps. Faut pas trop la tendre, hein. Donc là on est bien. Et ensuite, je maintiens la courroie en position. Même chose de l'autre côté. Maintenant que mes courroies sont tendues, je vais m'assurer que le réglage que j'ai fait tout à l'heure, il est toujours bon. Parce que le faire avec les courroies détendues, c'est pas très malin. Maintenant, on va raccorder le moteur qu'on vient de connecter mécaniquement à la carte mère ici. Pour ça, on va utiliser ce fil-là. Alors, c'est très simple. La connectique est blanche, on utilise le fil blanc. Ici, il y a un connecteur 4 broches qui va venir ici. Et le 6 broches, c'est pour le moteur. Et attention, il y a un sens. De ce côté de la connectique, il n'y a rien. Mais de ce côté-là, on a 2 petits détrompeurs. Je ne sais pas si vous les voyez. La partie lisse du connecteur va du côté où il n'y a pas de trou. De l'autre côté du connecteur, il y a un trou. Ce n'est pas très visible, on verra mieux sur le moteur. En attendant, ça se monte comme ça.
Côté moteur, on voit la connectique avec le trou de ce côté et la partie lisse qu'on avait sur l'autre connecteur correspond à ce côté-ci. Donc voici la connectique. On voit les détrompeurs, j'espère que vous les voyez vous, de ce côté-là. Là c'est le côté lisse et le côté où on voit le fil, si vous voulez, les inserts des broches. Donc la partie avec les inserts des broches va côté lisse et la partie avec les deux petits détrompeurs va du côté du trou. Donc la doc en parle, mais le connecteur sur l'illustration est un petit peu différent. On voit qu'il y a deux encoches là où nous on a un grand trou. Par contre on voit mieux ici sur la fiche le petit détrompeur. Donc on a bien raccordé notre moteur à la carte mère, par contre ça c'est dégueulasse et heureusement le constructeur a prévu des Colson pour arranger ça. Et voilà, c'est tout de suite plus propre. Allez, maintenant on va pouvoir s'occuper de l'axe X. Alors, il faut d'abord débrider tout ça en faisant attention de ne pas couper les câbles. Donc voici les galets en acier dont je parlais tout à l'heure avec son rail. Donc ici on a l'axe X. Ici, on a le support de la tête laser. Ce support, il est mu par une courroie qui est pilotée par ce moteur. Donc ici, on a la connectique qui va se brancher au moteur. Ça, c'est la connectique probablement pour aller sur la tête laser. Et de ce côté-là, on va sur la carte mère. Mais avant de câbler tout ça, il faut le monter. Donc, le support de la tête, il va à l'avant de la machine. Ce qui veut dire que ça doit être comme ça. Voilà, et ça va se monter comme ça, avec 4 vis de par côté. Alors comme tout à l'heure, tout d'abord je positionne sans serrer, puis je serre. Et pour cette courroie encore, le système de tension est le même. On a une vis de blocage ici et une vis de réglage qui va s'enfiler là. Donc au niveau du câblage, j'ai mis la machine à l'envers pour que vous voyez mieux. Je vais d'abord m'occuper du moteur qui se trouve là. Donc au niveau de la connectique, c'est très simple. Il y a un bout de câble ici qui va venir s'enfiler ici. Maintenant, on va câbler tout ça au niveau de la carte mère là-bas. Et là, tout est fait pour que ça se passe bien, parce que les connectiques ont déjà un nombre de broches différents et une couleur différente. Donc si on met le rouge sur le rouge, le jaune sur le jaune et le blanc sur le blanc là-bas, ça devrait bien se passer. Il faut juste faire attention aux détrompeurs qui vont sur l'avant, enfin du côté qu'on peut voir. Voilà, donc le câble part de la carte mère ici, il passe là-dessous. Et en théorie, il ne devrait pas gêner. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas super propre, mais bon. C'est déjà ça. Celui-ci, il va aller sur la tête laser. Et il reste ce tout petit câble électrique qui va servir à alimenter les fins de course ici à partir de celui-là. Voilà. Alors, on a une petite languette ici pour détecter la position à l'avant de la machine et une autre languette là-bas pour détecter la position à l'arrière. Et là-dessous, on en a deux autres pour détecter la position de la tête d'un côté ou de l'autre. Alors ces capteurs, ils sont pas mal parce que c'est des capteurs sans contact. C'est des capteurs qui sont de meilleure qualité que des simples interrupteurs parce qu'ils sont plus précis et ils ne sont pas mécaniques, donc ils ne s'usent pas. Bon, maintenant, on va monter la tête laser ici. Donc, on a encore une fois un système de queue d'aronde ici. Et une vis là pour positionner la tête et la fixer. Alors, petite particularité, on a une vis avec une petite molette qui va servir à visser, dévisser rapidement. Mais avant ça, il faut la régler. Donc, pour ça, on peut débrayer le système en tirant le kiki là. Hop. Et en utilisant une clé, on peut visser la vis pour prépositionner la vis au bon endroit. Donc on va d'abord monter la tête. Voilà. Et on va commencer à visser jusqu'à arriver en contact. Donc là, on est dévissé. Et là, on est vissé. Et maintenant, il reste à connecter la tête laser. Alors pour ça, encore une fois, il y a un sens. Donc la connectique, elle va dans ce sens-là. Donc il faut passer dans la fente ici. Là. Et ensuite, enfiler la fiche. Sans forcer toujours. Et voilà. Donc là, le câble, il est préfixé et normalement, il ne devrait pas gêner. Par contre, j'aime pas ça du tout. Voilà, là, c'est parfait. Et voilà, la partie mécanique est terminée. Ici, on est vu de l'arrière de la machine, c'est pas très joli. Par contre, vu de l'avant, c'est beaucoup plus sympa. Alors, on a une jolie couleur anodisée. Par contre, ça prend très très bien la poussière.
On a juste un bouton de commande ici. Ici, on a une diode. Sur le côté là, on a l'interrupteur marche-arrêt, la connectique pour l'alimentation et la connectique USB. Et c'est la première machine que je vois qui n'est pas ces connectiques sur le dessus, et ça j'apprécie vraiment. Au niveau de la tête, on a une connectique livrée pour un Air Assist. L'Air Assist est en option et je ne l'ai pas, donc je ne vais pas monter ça. L'Air Assist, c'est un système qui va pulser de l'air au niveau du laser sur le matériau. Ça va permettre d'éliminer les petites particules brûlantes et aussi les vapeurs brûlantes pour éviter que le matériau ne brûle. Toujours au niveau de la tête, d'un côté, on a donc le réglage de la focale, enfin du moins le desserrage pour le réglage de la focale, et de l'autre côté, une pige qui ressemble fortement à un décapsuleur, qui va nous servir à régler la focale. Il suffit de la laisser descendre, de se mettre en appui sur le matériau qu'on veut, et ensuite de resserrer de l'autre côté, et on est prêt. Il y a un petit aimant qui le maintient en place. Au niveau de la protection des yeux, le carénage ici fait tout le tour. Par contre, on a un trou ici, et ça c'est sûrement pour le passage du tuyau de l'Air Assist. Donc attention, de toute façon, ce type de carénage, même intégral, ne vous dispense pas de porter les lunettes. Alors ici, on se trouve sous la tête laser. Vous reconnaissez peut-être la queue d'aronde ici de fixation. Le laser va sortir par là. Ce qu'on peut remarquer de très intéressant, c'est que ici, on a un deuxième laser qui va en fait servir à positionner la tête. Ce laser va générer une croix sur le matériau pour pouvoir positionner facilement la tête. Et si vous regardez là, on voit une diode. Ça, c'est un détecteur de flamme. Si une flamme est détectée, la machine s'arrête. Par contre, bien entendu, ça ne vous dispense pas non plus de rester à côté de la machine pendant la gravure parce que l'incendie ne va pas s'éteindre tout seul. Maintenant que le montage est fait, je me rends compte que cette machine n'est pas faite pour un atelier poussiéreux comme le mien. C'est le cas de tous les lasers, mais ce modèle plus particulièrement pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'écran et que par conséquent, la machine n'est pas autonome. Il faut impérativement un ordinateur pour la piloter. Donc attention à la sueur. Il y a bien une connexion Wi-Fi, mais la machine n'est pas pilotable avec un smartphone ou une tablette. Je vais y revenir tout à l'heure. La deuxième raison d'éviter la poussière, et particulièrement la sueur, ce sont les axes et les roues en inox. Les rails ont besoin d'être graissés régulièrement, ils sont livrés graissés d'ailleurs. Ce n'est pas le cas des modèles à roues en plastique. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, prévoyez un endroit propre pour lui ou faites-lui un caisson pour le protéger de la poussière. On voit bien qu'il a été designé pour trôner sur un bureau quand même. En termes de capacité de gravure, cette machine se place entre la longueur R5 et la Taser P10, les deux lasers que je vous ai déjà présentés. Chez Longueur, on a une surface de 400 par 400 mm, chez la Taser 430 par 430, et chez Xtool, c'est 430 par 400. Mécaniquement, la conception est proche de celle de la Taser, mais elle est plus qualitative chez Xtool. Au niveau de l'électronique, la machine est équipée d'un capteur de flamme. Il y a également un détecteur de choc qui va arrêter la gravure si vous déplacez la machine. Quant aux logiciels qui permettent de piloter la machine, bien souvent on peut utiliser Laser GRBL d'un côté, qui est un logiciel open source gratuit mais basique, ou bien encore Lightburn qui est payant mais très complet. Ce sont les logiciels les plus populaires. Xtool a choisi de concevoir une carte mère propriétaire qui n'est pas basée sur une techno open source, et par conséquent cette machine n'est pas du tout compatible avec Laser GRBL. En revanche, ils ont développé un logiciel propriétaire qui offre plus de possibilités que Laser GRBL et qui est très bien fait pour les gens pas très copains avec la technique. Et ça, c'est à mon avis un des gros points forts de cette machine. Le logiciel est vraiment bien fait, il permet que la plupart des gens puissent utiliser un laser, pas besoin d'être un geek. Donc si vous n'êtes pas très copain avec les logiciels en général, le logiciel d'Xtool est fait pour vous. Et si par contre la technique ne vous fait pas peur, la machine reste compatible avec Lightburn. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les détails du logiciel, mais je vais vous montrer les points les plus importants pour que vous puissiez comprendre pour qui cette machine a été conçue. Le logiciel s'appelle Xtool Creative Space. Au premier lancement, le soft va vous demander d'installer un driver pour dialoguer avec votre laser. Vous faites Install, suivant, suivant, et voilà. On voit qu'un driver pour Linux ne s'est pas installé, pas de panique, c'est normal, j'utilise Windows. L'interface du logiciel est simple, il n'y a pas 50 menus. En haut à gauche, il y a un menu File ou Fichier donc pour charger ou sauver des fichiers. Il y a aussi un menu Settings pour les paramètres du logiciel. Il y a 3 ou 4 paramètres qui se battent là-dedans et c'est tout. En haut à droite de l'écran, il y a quelques boutons pour avoir des news et des astuces. Un catalogue de projets tout prêt, plutôt bien fait, surtout pour les novices, encore une fois. On peut filtrer les projets par machine, par exemple, ou bien par matériaux, ou les deux. Et puis pour chaque projet, on a accès aux fichiers, au matériel nécessaire et à un guide pas à pas. Vous êtes vraiment bien accompagné et pour un débutant même pas trop dégourdi, ça fait vraiment la différence.
Il y a aussi un lien vers le site de support où vous avez des tutos et des infos pour votre machine, notamment la procédure à suivre pour utiliser votre machine avec Lightburn par exemple. Et enfin, le bouton Shop vous emmène sur le site d'Xtool. Bon, la première chose à faire, c'est de connecter votre machine. Ça se passe là-haut. Si le firmware n'est pas à jour, le soft vous prend par la main et vous aide à installer la dernière version. C'est vraiment très simple et c'est notable parce qu'avec certains modèles, cette étape peut être très technique. Une fois connecté, on a accès aux paramètres du laser par ici. Et notamment, la connexion au Wi-Fi se fait par là. La connexion par Wi-Fi, c'est pratique, mais je ne la recommande pas parce que si vous avez une perte de connexion pendant une gravure, eh ben, il se peut que vous perdiez votre travail. J'en suis pas sûr. Je pense que le logiciel transfère d'abord le programme de gravure dans la carte SD de la machine et que la gravure se fait ensuite de manière autonome, mais je ne l'ai pas testé. De toute manière, vous allez voir tout à l'heure qu'il faut l'ordinateur pas loin, sinon c'est pas pratique. Si on va dans les paramètres de travail ici, on voit qu'on peut sélectionner soit une croix rouge, soit un spot laser. Ça, c'est pour pouvoir faire le cadre qui va déterminer la gravure. On peut utiliser la croix rouge pour positionner la tête laser plus facilement, on va dire, parce que c'est plus visible, ou utiliser de manière traditionnelle le spot laser, sachant que la croix est décalée de 16 mm par rapport au laser, mais que le logiciel, bien sûr, va compenser ça. Ensuite, on a le réglage de la sensibilité du capteur de flamme. Par défaut, il est sur haute sensibilité. On a aussi basse sensibilité et désactivé. Alors, pourquoi désactiver le capteur de flamme, sachant que c'est une sécurité? Tout simplement, par exemple, quand vous mettez le laser à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que le laser dégage beaucoup de fumée, vous pouvez le mettre à l'extérieur, mais si vous avez des écarts de luminosité rapides, le détecteur de flamme, qui est ni plus ni moins qu'un détecteur, enfin c'est une diode infrarouge, elle va détecter à tort des débuts de flamme et elle va arrêter la gravure. Donc vous pouvez soit baisser la sensibilité, soit la désactiver complètement. Ici, c'est la deuxième sécurité, arrêt quand c'est déplacé, donc ça c'est un détecteur de choc tout simplement, donc c'est activé par défaut, et limit switch, donc c'est les capteurs de fin de course. Le logiciel est maintenant connecté à la machine, je vais vous montrer le principal avantage d'Xtool Creative Space par rapport à Laser GRBL. La limitation la plus frustrante de Laser GRBL pour moi, c'est qu'il n'est pas possible de graver quelque chose, puis de le découper en un seul programme. On peut importer une image et la graver, bien sûr, ça c'est possible. On peut aussi importer un tracé de découpe fait avec Inkscape ou un autre logiciel, par exemple. Mais il faut lancer les deux programmes l'un après l'autre. Il faut être certain de ne pas déplacer le support pour que les trajectoires soient correctes et que les deux soient centrés. Et ça, c'est pénible parce que c'est un cas de figure que je rencontre souvent. Le genre de cas de figure qui me fait me tourner vers Lightburn, d'ailleurs. Avec le logiciel d'Xtool, c'est facile de graver et de découper dans un seul fichier. Je prends un fichier PNG, par exemple. Donc là, c'est un PNG, donc il y a des fonds transparents, et c'est celui que j'ai utilisé pour graver sur de l'acier trempé. Mais peu importe, donc déjà je vais commencer par éditer l'image. Donc les dimensions de l'image, donc le cadre vert, elles sont ici, il fait 250 par 250. Par contre, l'image est plus petite. Ce que je voudrais, c'est dimensionner à peu près précisément ce que je vais graver. Donc je vais éditer l'image ici, directement dans le logiciel. Et je vais utiliser la fonction crop ici, pour pouvoir recouper l'image. Donc tout ça, on le fait dans le même logiciel, on ne s'embête pas. Je vais au plus près de l'image. Et voilà, je sauve. Et maintenant, vous voyez que mon cadre, il est plus petit. On n'est plus à 250, mais à peu près à 180. Alors là, on n'est plus carré, évidemment, c'est normal, puisque de toute façon, j'ai fait mon cadre à la main, mais c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner mon image. Donc cette fois-ci, ce que je vais graver, je vais le redimensionner à, mettons, 100 mm de hauteur par 100 mm de large. À peu près, j'ai dit, parce que je veux garder la proportionnalité entre largeur et hauteur. Ce petit cadenas-là me l'autorise. Vous avez vu, j'ai modifié la largeur et la hauteur, c'est modifié en conséquence, proportionnellement. Donc, maintenant que j'ai fait mon dessin, un petit truc intéressant. Regardez bien, sur la partie de droite, comme c'est un dessin, je n'ai qu'une seule option, graver. Je peux choisir à quelle puissance et à quelle vitesse je vais graver. Mais si je sélectionne ici un matériau, par exemple du contreplaqué, Xtool va me présélectionner des paramètres de puissance et de vitesse. Et ça, c'est hyper intéressant pour les novices, et c'est aussi hyper intéressant pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter à faire du paramétrage dans tous les sens à chaque fois. Donc, vous avez pour du contreplaqué de Birch, je ne sais pas ce que c'est en anglais, peu importe, 80% de puissance et 50 mm par seconde de vitesse.
Je peux choisir de garder ces paramètres ou je peux les affiner ou les changer complètement en les définissant moi-même. Donc là, on va garder les références du constructeur. Et bien sûr, ils sont malins chez Xtool, hein, tous les matériaux qui sont référencés, ils sont disponibles à la vente chez eux. Maintenant, regardez bien, si je sélectionne un autre matériau, alors si je clique sur plus ici, on peut en sélectionner pas mal. Et je vais prendre un contreplaqué, disons, de Bubinga. Je vois que la puissance est réduite à 30% et la vitesse est restée la même. Donc vous voyez, en fonction du matériau, les caractéristiques vont être automatiquement adaptées. Et donc maintenant, je vais zoomer sur mon image, et ce que je voudrais faire, c'est autour de cette image, mettre un cercle pour pouvoir faire une découpe et faire par exemple un sous-vert. Donc mon image fait 100 mm, je voudrais un sous-vert qui fasse, mettons, 120 mm de diamètre. Donc je vais aller chercher ici un cercle, je vais le mettre n'importe où, et je vais commencer par enlever la proportion largeur-hauteur en cliquant sur le cadenas. Et ici, je vais mettre les dimensions, donc 120 par 120. Avant de placer mon cercle, regardez bien. Ici, maintenant, à droite, j'ai trois options. Score, Engrave et Cut. Alors, Score, ça ne va pas servir pour un simple cercle. C'est si vous avez par exemple du texte qui n'est pas plein comme ici, ça va graver le tour du texte. Ok ? Engrave, c'est pour graver le volume. Donc si je sélectionne Engrave, mon cercle va devenir un disque plein. Et Cut, c'est ce qu'on veut, c'est pour couper. Et si vous regardez bien, ici, on va graver à 50% de puissance, 30 mm par seconde. Ici, on va faire pareil, mais un peu plus fort. Et Cut, on va être à fond en puissance et la vitesse va être réduite. C'est logique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer mon dessin avec le cercle, tout simplement, en prenant mon cercle et en le déplaçant. Et alors, regardez bien, je m'approche du dessin. Et automatiquement, vous avez vu, ici je suis aligné gauche-droite, et là je suis aligné verticalement. J'ai rien fait d'autre. Je relâche ma souris et c'est fini. À partir de ce moment-là, je peux lancer le process. La fenêtre change, on voit l'image, le temps estimé, 36 minutes. On a sur la gauche un module qui permet de positionner le laser. Si je clique sur les flèches, je peux déplacer la tête. Et si je change le paramètre ici, je peux aller plus ou moins vite quand je me déplace. Et plus ou moins loin. Cette fonction-là, elle est grisée parce qu'on a choisi d'utiliser la croix. Donc on ne va pas utiliser le spot du laser pour positionner notre pièce. Alors ici, on a une caractéristique qui est essentielle, c'est le point d'origine. Mais avant de vous expliquer ça, je vais d'abord vous expliquer comment les ingénieurs ont pensé cette machine. Pour utiliser une graveuse laser, globalement, on a deux solutions. Soit on a, comme chez Longer, une machine qui ne sait pas où elle se trouve parce qu'il n'y a pas de fin de course. Et à ce moment-là, on va positionner la tête là où on veut graver, on va lancer la gravure et ça va commencer à l'endroit où on s'est placé. Soit la machine a des fins de course, comme la Xtool, comme la Taser, et on peut à ce moment-là demander à la machine d'aller s'initialiser. Donc elle va partir sur un axe, puis sur un autre pour aller chercher son origine, et à partir de ce moment-là, elle saura où sa tête se trouve. Le problème, c'est que Xtool, je ne sais pas pourquoi, les développeurs d'Xtool, enfin du moins les développeurs de Xtool Creative Space, le logiciel dédié, ont dit que, bon très bien, on peut faire une origine, par contre, on ne va pas utiliser les coordonnées absolues. Les coordonnées absolues, c'est quoi? C'est ce qu'utilise Taser. C'est-à-dire qu'on part de l'origine et qu'on va lui dire maintenant, ta gravure, tu vas la faire ici, ou là-bas, ou là-bas. Étant donné que la tête, c'est exactement où elle se trouve, elle va commencer par se déplacer pour aller au point de gravure et ensuite graver. Chez Xtool, c'est pas possible. Les fins de course, ils sont pas là pour faire l'origine. Enfin si, vous l'avez vu, on peut la faire. Par contre, elle ne sert pas à utiliser les coordonnées absolues. Les fins de course vont servir à initialiser la machine pour peut-être la ranger, je ne sais pas, je ne vois pas du tout l'utilité de le faire. Mais elles vont aussi servir à éviter que la tête vienne taper dans un cadre à partir du moment où si on a dit commence à graver quelque chose ici et le quelque chose est trop grand pour être dans ce cadre-là. Donc ça c'est une protection pour éviter d'abîmer la mécanique uniquement. Et ça c'est dommage parce que le système de coordonnées absolues c'est quand même très pratique. Pour l'avoir utilisé avec la Taser c'est vraiment bien. Mais sachez que si vous ne pouvez pas l'utiliser avec Xtool Creative Space, vous pouvez très bien l'utiliser avec Lightburn. Ceci dit, revenons au logiciel.
Donc pour pouvoir graver l'image, on ne va pas demander à la machine de se déplacer à telle position pour le faire. On va lui dire tu te trouves à la bonne position et tu te trouves par exemple dans le coin en haut à gauche ou dans le coin en bas à droite. Vous voyez, ce que je fais là, je peux aussi le faire ici. Tu te trouves au centre par exemple. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire parce que comme on va tracer quelque chose de cylindrique, ça va être plus simple à positionner. Et à partir de ce moment-là, quand on est prêt, on va cliquer sur Framing. Framing, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on va demander à la machine de faire le tour du dessin pour pouvoir définir où est-ce qu'elle va graver et positionner notre matériau le plus précisément possible. Voilà, à partir de ce moment-là, on ne touche plus le logiciel, on va sur la machine. Donc maintenant, je vais placer mon matériau et je vais régler la hauteur de ma tête. Donc je sors la pige. Je descends la tête parce qu'elle est trop haute. Je verrouille. Je remonte la pige et c'est réglé précisément. Vous voyez, donc c'est hyper rapide. Je vais placer mon matériau à peu près au centre et je vais commencer à faire mon cadre pour savoir si je suis bien placé. Donc là, on voit par exemple qu'on est un petit peu trop à droite. Je me décale, je rappuie sur le bouton. Voilà, très bien. Je vais considérer que je suis bien. Maintenant, je vais retourner au logiciel et je vais cliquer sur Framing Completed et je vais faire Start. Donc là, la machine est prête à graver. Donc c'est le moment de mettre les lunettes. Et quand vous êtes prêt, vous appuyez sur le bouton. Allez, c'est parti. Alors ce qu'on peut constater déjà, c'est que entre les motifs à graver, la machine n'accélère pas pour raccourcir le temps de gravure. Ça c'est dommage, c'est une fonction qui est très pratique. Dans Lightburn ça existe évidemment, mais dans les versions natives de X2 Creative Space, manifestement, c'est pas implémenté. Alors, j'ai oublié de le filmer, mais je vous le dis quand même. Pour le contour ici, j'ai pas pris les spécifications du constructeur parce que je ne sais pas si ce bois ici correspond à celui que j'utilise. Probablement pas. Et en plus, celui-ci, je ne connais pas l'épaisseur. Donc j'ai gardé les mêmes caractéristiques de puissance et de vitesse que pour le bois, sauf que j'ai rajouté 2 passes de plus, donc pour un total de 3 passes ici, pour être sûr de bien découper mes 6 mm de bois. Et vous voyez, le résultat, il est plutôt sympa. Alors ça grave un petit peu trop fort, et ça c'est encore une fois dû au fait que j'ai utilisé des caractéristiques pour un matériau qui n'est pas celui-ci, mais ça fonctionne très bien. Et vous avez vu qu'on peut graver et découper en un seul fichier. Donc on a fait notre sous-box, c'est très bien. Imaginons qu'on veuille en faire 6, et il suffit qu'on prenne tout l'ensemble ici, on le groupe pour en faire un groupe qu'on va pouvoir déplacer d'un coup. Comme ça, je ne risque pas de déplacer mon image et ma découpe. Les deux vont rester centrés. Je vais les coller en haut de ma machine, par exemple ici. Et je vais en faire une répétition, une grille comme ça. Tac. Et je vais en rajouter donc 1, 2, 3. Ici ça passe. Et 3 lignes. Voilà. Et je peux en faire 9 d'un coup si je veux. Donc c'est très simple. Si j'en veux que 8, je peux en supprimer un par exemple. Pourquoi pas. On peut faire ce qu'on veut. Donc vous avez constaté que comme moi, l'unique bouton qui est sur la machine sert à cadrer la gravure et à lancer le job. Et c'est tout. Vous comprenez pourquoi une connexion sans fil n'a pas beaucoup d'intérêt. Si la machine est loin de l'ordinateur, vous allez faire des va-et-vient entre les deux pour cadrer puis pour lancer la gravure. Il faut que je vous parle de la carte SD. Le lecteur se trouve sur la carte mère, pas en façade. Ça, c'est dû au fait que la carte SD va rester en permanence sur la machine. Elle sert de disque dur en quelque sorte. Vous ne pourrez pas la connecter à votre PC pour y insérer des fichiers de découpe ou de gravure. Il est impossible de les lancer puisqu'il n'y a pas d'interface pour le faire. J'ai essayé de mettre un seul fichier sur la carte SD puis de lancer la gravure en appuyant sur l'unique bouton de la machine. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'après la doc d'ailleurs, le Wi-Fi même ne fonctionnera pas sans la carte SD.
Donc on la met une fois, on la laisse et on passe par un ordinateur pour piloter la bécane. Ceci étant dit, on passe au test. Je vais lancer la même batterie de test que pour les deux précédents lasers, dans les mêmes conditions, et donc je ne vais pas utiliser le logiciel d'Xtool, mais Lightburn. Heureusement que pour les tests précédents, je n'ai pas utilisé laser GRBL. Donc je vais commencer avec deux tests de vitesse. Le premier test permet de voir comment la machine se débrouille quand elle doit taper des sprints. Quand on grave un motif en mode ligne, comme on l'a fait tout à l'heure, le laser grave ligne par ligne et se déplace plus vite quand il ne grave pas, si le logiciel est bien fait. Dans certains cas, si le logiciel accélère fort, on peut réduire de beaucoup le temps de gravure. Je vais demander à la bécane de faire un carré de 250 par 250 mm, soit 1 mètre de circonférence, 10 fois de suite. Ça correspond donc à une distance de 10 mètres, et à 40 accélérations et autant de décélérations. Pour rappel, le laser à longueur ray 5 10 watts a mis 1 minute 43, la Taser P10 a mis 1 minute 47. On va voir si Xtool fait mieux. La vitesse demandée est de 25 000 mm/min. Bon, il n'y a pas de doute, Xtool fait mieux, beaucoup mieux. Environ 50 secondes, l'Xtool est plus de 2 fois plus rapide que les longueurs à la Taser. C'est vraiment impressionnant. Pour tout vous dire, quand j'ai testé les deux premiers lasers, j'ai eu un doute. Je pensais qu'ils étaient bridés par Lightburn à cause de leur score très proche l'un de l'autre, surtout pour le test suivant. Eh bien, le doute est levé, c'est pas le cas. Lightburn ne bride à rien du tout. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ce laser va graver 2 fois plus vite. Il faut quand même que le faisceau ait le temps de graver. Ce qui est sûr, c'est que les gravures de motifs en ligne, avec des grands écarts entre les motifs sur une même ligne, comme celle que j'ai prise en exemple pour présenter le logiciel, eh bien le laser va se déplacer beaucoup entre les motifs, et là on va gagner du temps, c'est certain. Mais si le laser d'Xtool est puissant, ça veut dire qu'on va pouvoir graver plus vite. Et j'imagine les résultats de cette mécanique avec une tête de 20 watts. Ça devrait bien déboîter. Je vais maintenant tester de faire 10 fois le tour d'un cercle de 31,83 cm de diamètre, soit 1 mètre de circonférence. C'est la même distance que tout à l'heure, mais cette fois-ci, pas d'accélération ni de freinage franc. Il va falloir synchroniser les axes pour se déplacer le plus vite possible. La vitesse demandée est la même que tout à l'heure, 25 000 mm/min. Les scores de longueur et à Taser sont les mêmes pour cette épreuve, 1 minute 31. Je suis curieux de voir le résultat d'Xtool. À mon avis, il va mettre tout le monde d'accord. Bon, ok, moins de 25 secondes, c'est 3 fois et demi plus rapide que les deux autres. À ce niveau-là, c'est même plus une victoire, hein, c'est une humiliation pure et simple. Waouh. Ok, les premiers tests sont très impressionnants, mais comme je l'ai dit, un laser rapide doit graver fort. On va donc passer au test de découpe pour vérifier ça. Là encore, bien sûr, je vais utiliser les mêmes conditions et les mêmes matériaux. Je commence avec la découpe d'un lambris de 10 mm à 150 mm/min. Longueur a eu besoin de 5 passes et il restait encore quelques fibres. Un Taser a eu besoin de 7 passes pour une découpe complète. Je vais commencer avec 5 passes. Cinq passes ont suffi, égalité avec longueur. Il restait un tout petit peu de fibre à découper pour Xtool, moins que longueur, mais même si j'ai utilisé le même bout de bois, celui-ci n'est pas homogène, donc égalité. On passe sur un bois de 14 mm d'épaisseur. Ce bois est tendre et il a fallu 5 passes à la Taser pour le découper et seulement 4 pour longueur. Autour d'Xtool. Quatre passes également. Encore une fois, Xtool se classe à égalité avec le meilleur des deux autres lasers. Le dernier test de découpe se fera dans un bois dur de plus de 18 mm d'épaisseur. Les deux premiers lasers ne sont pas venus à bout de ce bois. Un Taser a laissé à peu près 3 mm de bois non coupé en 12 passes, tandis que Longueur a réussi à couper le bois en 12 passes, mais en laissant encore une fois quelques fibres. On va voir si Xtool va arriver à couper complètement ce bois en 12 passes.
Et non, cette fois-ci, c'est pas Xtool qui gagne, c'est Longer. Xtool est à égalité avec Atheser. Alors, je vais maintenant faire un test de précision. Une découpe dans le lambris d'un carré de 40 par 40 mm. Je vais faire 8 passes et je vais mesurer les dimensions des carrés découpés, le carré en bois et le trou carré résultant de la découpe. Atheser avait fait un carré de 39,9 par 39,9 et un trou de 40 par 40. Longer avait fait 39,7 et 40. Xtool a un écart de dimension de 3 dixièmes entre le carré découpé qui fait 39,8 de côté et le trou résultant qui lui mesure 40,1. C'est grosso modo le même résultat que Longer qui a lui aussi un écart de 3 mm. Par contre, l'Atheser est plus précis avec un écart de seulement 1 dixième. Par contre, ce qui est bien, c'est que les trois machines font des carrés qui sont carrés. Je ne vais pas faire le test de gravure avec la même image de 25 cm par 30, c'est trop long et j'ai plus de médium assez grand à sacrifier. Je vais en graver juste une partie, ça sera suffisant pour comparer les résultats. Et je le ferai sur le même support. Donc je vais récupérer mon image test qui est trop grande et qui va être redimensionnée automatiquement par le logiciel. Voilà, donc ça c'est la photo que j'utilise d'habitude pour faire mes tests. Donc je vais en prendre qu'une partie, donc je vais l'éditer comme tout à l'heure. Je vais juste garder un morceau, comme ça par exemple. Voilà, ça c'est bon. Je vais quand même regarder les dimensions, donc c'est un peu grand, je vais diviser par 2. Voilà. Et maintenant, je vais la graver. Je vais dire que je commence en bas à droite. J'ai déjà réglé la hauteur de ma tête. Je vais m'occuper du cadrage. Voilà, en commençant ici, peut-être ça devrait aller. Non, ça va pas passer. Alors un peu plus bas. Ah, pas sûr. Un tout petit peu plus à droite. Là on est bien. Je prends mes lunettes et on y va. Eh ben, mais c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas comparable parce qu'on n'est pas à la même échelle et que je ne sais pas du tout à combien de lignes par millimètre la machine a gravé ici. Ça, c'est un des inconvénients d'utiliser des logiciels qui sont un petit peu trop axés sur la personne et pas sur la technique. Donc, on a moins de détails, moins d'informations. En revanche, le résultat est super propre. Voilà, j'espère que d'ici, vous pouvez voir les détails. Si vous voulez voir la photo du dessus, alors évidemment là c'est pas aussi bien détaillé parce que l'image est plus grande et comme je vous l'ai dit, on n'a certainement pas travaillé à la même résolution, mais honnêtement le résultat est très propre et c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà, avant de passer au bilan, si vous passez par hasard sur cette chaîne, d'abord bienvenue. Alors d'habitude je parle de travail du bois, c'est pourquoi les tests de cette machine n'ont été faits qu'avec ce matériau. La présentation de laser, c'est un aparté temporaire, mais si le sujet vous intéresse, abonnez-vous quand même parce que d'autres vidéos vont suivre. La prochaine portera sûrement sur les accessoires optionnels. Ce qui n'est pas temporaire par contre, c'est que quand je teste et présente un outil, je ne me contente pas de le déballer, je le teste à fond comme vous pouvez le voir avec cette vidéo marathon. Et à chaque fin de vidéo, je fais un bilan, c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. C'est donc le moment du bilan, et je vais commencer par le point le plus important pour ce modèle de laser, les utilisateurs auxquels il est destiné. Cette machine est définitivement conçue pour des utilisateurs créatifs, mais pas techniques. C'est bien vu de la part d'Xtool, parce qu'à mon avis, ça représente la plus grande part des gens intéressés par un laser. Le logiciel Xtool Creative Space facilite les opérations techniques, comme l'appairage Wi-Fi ou la mise à jour du firmware. C'est même plus simple que pour certaines imprimantes. En fait, avec ce logiciel, toutes les opérations sont simples à faire.
La technique reste de côté, c'est le logiciel qui s'en charge, et ça c'est vraiment le signe d'un produit bien conçu. Toujours dans cette optique, le logiciel Xtool Creative Space est suffisamment complet pour faire l'essentiel, sans être trop compliqué à prendre en main. Tout ce que je vous ai montré, je l'ai compris sans avoir à lire la doc ou à regarder un tuto. Le logiciel comble même les lacunes de Laser GRBL, et il est suffisant pour le public auquel est destinée cette machine. Toutefois, si vous voulez exploiter toutes les possibilités de la machine, c'est aussi possible, mais il vous faudra investir dans une licence Lightburn. Avec ça, vous pourrez tout faire en mieux. Vous aurez une meilleure gestion des trajectoires, la possibilité d'exploiter pleinement les fins de course et de travailler en mode absolu, une gestion très fine des réglages, plein de réglages supplémentaires, des tas de fonctions sympas, etc., etc. Alors pour en finir avec le logiciel Xtool Creative Space, pour la petite histoire, il remplace le logiciel Laserbox basique, qui avait été écrit pour le laser Xtool D1, et pour faire court, ce précédent logiciel était nul. Pas mal de monde s'en est plaint sur les forums, et apparemment Xtool a su écouter ses clients. Pour le coup, le logiciel a été complètement réécrit, donc le nouveau logiciel est le bienvenu, même s'il n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, comme optimiser les trajectoires pour bénéficier de la rapidité de la machine, ou prévoir un mode absolu pour bénéficier des fins de course. C'est quand même dommage d'avoir une machine qui est équipée de moteurs rapides, de fin de course et d'une fonction de recherche d'origine, et de ne pas pouvoir s'en servir avec le logiciel fourni. Je verrais bien aussi un mode autonome, même en l'absence d'écran de contrôle. On pourrait imaginer par exemple pouvoir mettre un fichier unique sur la carte SD à partir du logiciel, puis mettre la carte SD dans la bécane, et ensuite on pourrait cadrer en cliquant sur le bouton de la machine, autant de fois qu'on veut, comme on peut le faire actuellement, puis lancer la gravure en double-cliquant sur le bouton par exemple. Ça serait vraiment sympa. En attendant, en l'état, le logiciel propriétaire est bien meilleur que Laser GRBL, et il fonctionne très bien avec un ordinateur connecté à la machine. Pouvoir graver et découper en un fichier, c'est top, et ça évite d'avoir à acheter une licence Lightburn pour pouvoir le faire. Passons maintenant à la fabrication. Le laser d'Xtool possède la meilleure mécanique des 3 lasers que j'ai testés. Elle est robuste, rapide, très rapide même, et elle est construite pour durer. Le cadre en métal épais, les rails en inox, les galets en acier et les roulements rendent cette machine très durable si elle est bien entretenue. Les finitions sont top et chaque détail est réfléchi, donc c'est vraiment cool. Si je prends la tête laser comme exemple, le système de réglage de la focale permet de la régler précisément en quelques secondes. Xtool a mis un aimant pour maintenir la pige rangée. Le système de serrage de la tête, c'est le plus efficace des 3 machines que j'ai testées. Tous ces petits détails, ça montre qu'Xtool a su écouter ses clients. De la même manière qu'Xtool a su remplacer son premier logiciel, ils ont aussi beaucoup fait évoluer leur machine. L'écart entre la D1 et la D1 Pro est notable. La D1 Pro, elle est plus rapide, elle bénéficie des rails et galets en métal, des fins de course, du capteur de flamme et du détecteur de choc. Il reste qu'à faire évoluer le firmware et le logiciel pour profiter de ces avantages à fond. En fait, il faut savoir que ça fait que 4 ans qu'Xtool conçoit des lasers, et pour l'instant, ils s'en sortent bien. Puisqu'on en est à la mécanique, j'en profite pour vous parler des options disponibles pour cette machine. Vous pouvez équiper la machine d'un Air Assist, c'est un petit compresseur qui va envoyer de l'air à l'endroit où le faisceau va brûler les matériaux. Ça va à la fois dégager des résidus de gravure et de découpe, et en même temps refroidir les gaz brûlants qui résultent du passage du laser. Tout ça combiné, ça donne des découpes plus propres, avec beaucoup moins de traces de brûlé, comme il y en a ici par exemple. Cette option devrait être de série à mon avis. Vous pouvez aussi vous équiper d'un kit permettant de graver des objets cylindriques, des verres par exemple, mais aussi des bagues, des boules, des tas de choses. Le système d'Xtool est complet et permet même de graver des mugs alors que d'habitude la anse du mug nous en empêche. Si ces 2 premières options vous intéressent, abonnez-vous, je vais en parler prochainement. Vous pouvez également doubler la surface capable de gravure en ajoutant une extension au cadre de laser. Vous pouvez alors graver sur 430 mm par presque 1 mètre. Les gravures vont durer longtemps. Voilà, donc en conclusion, on a là une machine accessible, je ne parle pas du prix, mais des personnes, accessible à tous, un logiciel perfectible, mais bon, une mécanique robuste et probablement fiable et durable, je ne peux pas en juger bien sûr, c'est trop tôt, mais je ne pense pas me tromper. C'est une machine qui est conçue pour trôner fièrement sur un bureau. Elle est esthétique et elle craint la poussière. Elle n'est pas adaptée à mon atelier poussiéreux, d'autant plus qu'elle n'a pas de mode autonome et c'est dommage. Mais je vais lui trouver une place à la maison parce que c'est une super bécane. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!